Bonsoir. Des soldats ivoiriens en mission de paix en Guinée, en Guinée-Bissau précisément. En quoi va consister cette opération? On va en parler dans un court instant au cours du petit débat. Et ce soir, il sera question des tractations autour du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, son pays. Pour en parler, nous serons en compagnie de Nathalie Kouakou, elle est coordonnatrice de la campagne Justice pour Charles Blé Goudé. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, on est très heureux comme tous les soirs d'être en votre compagnie et de partager ces moments de réflexion, pertinentes autour des questions d'actualité de notre pays ou à l'étranger. Et pour nous accompagner sur ce rendez-vous, nous sommes en compagnie de Madame Edith Broubleu. Bonsoir Madame. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien, je dirais même bonsoir Prince. C'est vrai, vous le dites comme ça. Prince Anneau, c'est important de préciser. Prince Anneau, ça a été révélé hier sur le plateau. Je l'avais gardé pour moi, mais bon, un prince à Abidjan, c'est le prochain film qui va sortir. Et un prince présentateur d'émission. Exactement. C'est inédit. Exactement. Toute la royauté s'est installée pour pouvoir accompagner. Merci beaucoup, merci franchement. Beaucoup d'humilité. Exactement, oui, surtout. Je cherche un nom pour m'accompagner. Je pense que André a une proposition. Vous avez une idée? Roi 13-13, par exemple. C'est bien envoyé, ça. Roi 13-13, c'est Ben là, je pense qu'avant la fin de l'émission, on va tous se mettre à ramper vers le Roi 13-13. Non, quelqu'un aurait dit « je refuse Ah oui, avec ça, tout le respect et l'humilité, je refuse. Parce qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire... C'est très tendance de refuser en ce moment. Voilà, il y a une tendance de refuser. Bonsoir Élisée, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais très bien, et toi-même? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous avez mis un peu de blanc quand même dans ce trio de noir, de Men in Black. Avec les couleurs. Exactement. Toujours. Allez, on a dit tout cela, mais bon, il y a des sujets d'actualité qui nous attendent. Il refuse de me saluer. Ben, t'as pas salué, André? Non, mais il m'a appelé Roi 13-13. Il garde ça. Bonsoir André. Bonsoir Maurice. Jingle. Un contingent de l'armée ivoirienne en mission de paix en Guinée-Bissau, qu'est-ce qu'il y fera exactement? Élisée Broubleu, vous vous êtes renseigné, ce sont 50 soldats, membres du contingent médical, dont une femme, ça va faire plaisir à Madame Bleu, en mission de paix en Guinée-Bissau pour contribuer à la stabilisation du pays. Petite histoire. Ok. On est tous sans ignorer que le 1er février dernier, le président Bissau-Guinée avait échappé à une tentative de coup d'État avec des hommes armés qui avaient attaqué la présidence à l'issue de ce combat-là, ou du moins à l'issue de cette tentative-là, la CEDEAO avait pris un certain nombre de mesures, et parmi ces mesures-là, il fallait déployer un contingent pour stabiliser, pour contribuer à la stabilité du pays, vu qu'il y avait quand même quelques éléments de sécurité qui étaient un peu défaillants, donc pour lesquels il fallait quand même du renfort venant de la CEDEAO. Surtout que les présidents de la CEDEAO, après éventuellement les coups d'État en Guinée, au Burkina et au Mali, ont décidé vraiment de prendre le taureau par les cornes. Parce qu'un autre pays encore dans l'ornière des coups d'État, ça sera certainement l'une des menaces les plus graves encore. Donc, dans la décision qu'ils avaient prise, c'était vraiment de déployer un certain nombre de contingents au niveau de la Guinée-Bissau pour stabiliser ce pays. Et dans ce contingent-là, l'aspect, ou je dirais la partie médicale, a été confiée à la Côte d'Ivoire. Donc, le contingent qui part de la Côte d'Ivoire est un contingent spécialisé vraiment dans tout ce qui est santé, tout ce qui est soins, tout ce qui est en rapport en tout cas avec la santé. Donc c'est ce contingent-là qui, depuis aujourd'hui, pour la première vague, est arrivé en Guinée-Bissau. La seconde vague suivra dans les 2 prochains jours pour qu'on puisse atteindre ce nombre de 50 soldats déployés, dont une femme, comme vous l'avez si bien dit. Justement, vous évoquiez un peu les raisons du choix de ces 50, mais est-ce que techniquement, militairement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas totalement fort, permettez-moi l'expression, qu'on ne choisit que des médecins? Que les médecins. Non, c'est une mission de stabilisation et on a des soldats guéris. Oui, bien sûr. Chaque pays où les contingents ont des rôles spécifiques et comme la Côte d'Ivoire avait déjà eu un antécédent, notamment on nous dit ce qui s'était passé
au Libéria, toujours dans notre zone. Dans le Libéria, on s'était bien comporté, notamment en tenant le contingent, la partie médicale. Donc, on renouvelle l'expérience. Non, je ne pense pas que ce soit... D'ailleurs, ce n'est pas une force, j'allais dire, d'interposition. Dire qu'elle va être même une force d'intervention. D'intervention. Donc, ce n'est pas pour séparer les belligérants ou des choses comme ça. C'est une force de stabilisation qui arrive pour faire en sorte que on va dire l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau soit maintenu. Donc, à côté de ça, il faut soigner ces soldats-là qui sont en mission. Ils sont nombreux, donc avoir une expertise comme ça ivoirienne chez nos militaires, c'est déjà bon. Demain, peut-être qu'on va créer des hôpitaux de campagne, exactement. Ici, tout ça, et c'est avec cette expérience. C'est appréciable, sachant que ces soldats-là seront aussi amenés, en plus de s'occuper du volet sanitaire et médical des soldats sur place, auront également à soutenir les populations locales en matière sanitaire. Donc c'est important de préciser. C'est vrai qu'on peut se dire « Ah, mais c'est une force spéciale qui est mise en place par la CEDEAO, on a ce volet médical uniquement. Pourquoi ? Ça peut susciter, c'est vrai, des interrogations, mais je pense que la mission qui a été acceptée par les forces armées de Côte d'Ivoire, ce volet est très apprécié par le général Lassina Doumbia, qui même a précisé en fait que, en acceptant de confier aux forces armées de Côte d'Ivoire, donc les FACI, le poste de chef d'état-major de cette force et le volet sanitaire, la CEDEAO nous exprime sa confiance. Permettez-moi de poser une question d'Ivoirien. Chat échaudé craignant l'eau froide. Qui va payer ces soldats? Va-t-on les payer correctement? Parce que par expérience, on a vu que certains soldats qui étaient en mission de paix, qui sont revenus, qui n'avaient pas eu leur prime, avaient un moment fait entendre leur voix. Bon, pour moi, c'est important de savoir, est-ce que toutes les conditions de leur règlement et tout ça, est-ce que ça va être fait? Bon, on peut pas d'emblée se prononcer dessus, dire toutes les conditions sont remplies, mais on peut quand même subodorer que aujourd'hui la CEDEAO a mené ce type d'expérience. Ils sont un peu habitués. Je pense qu'il existe quand même une vraie mécanique entre ce que la CEDEAO met en place et ce que l'État de Côte d'Ivoire fait. Ça existait avant, quand les autres se sont plaints. Oui, mais je dis que... reçu leur prime, ça a été un bon prétexte pour... Voilà, c'est ce que je dis pour terminer là-dessus, pour dire qu'on tire des enseignements de ce qui s'est passé, parce que je dis que la CEDEAO, on a participé à d'autres contingents, il y a la MINUSMA, etc. Mais pour revenir sur le principe même, ils vont comme ça pour, j'allais dire, une mission, mais ils demeurent toujours des soldats ivoiriens. On n'arrête pas leur solde, mais c'est une prime qui leur sera évidemment versée dans ce cadre-là. Après, il faut que l'armée elle-même soit transparente auprès de ces 50 personnes. On voit quand même ces 50 personnes, il y a beaucoup d'officiers d'un certain niveau, parce que c'est des médecins, il y a les infirmiers, donc c'est pas des premiers soldats de rang, je veux dire. Donc c'est quand même des gens qui ont quand même une vraie connaissance des mécanismes à la fois de paiement dans ce type d'opération. Donc je pense que ça ne devrait pas être une vraie crainte. Élisée, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi je me dis que faut pas aussi que Brice aussi fasse un peu de la surenchère, j'explique. Parce que la question, je viens. La question des primes dont il parle, je pense qu'il veut faire allusion au contingent de l'armée ivoirienne qui s'était rendue dans la mission de stabilisation en Centrafrique en 1997 et qui avait abouti à ce que nous savons tous, le coup d'État avec la revendication. Mais après ça, il faut qu'on rappelle aussi à l'attention de tous les téléspectateurs que la Côte d'Ivoire a pris part à plusieurs missions de stabilisation, plusieurs missions de paix des Nations Unies. Ça a été le cas en 2007 en Haïti, ça a été le cas de 2013 à 2015 avec la mission MINUSMA qui est en cours toujours, où nous détenons la force logistique de Barkhane et tout ça, où même on a des soldats dans la mission onusienne qui essaient de stabiliser la situation au Mali. C'est aussi le cas maintenant, actuellement, comme on est en train de l'évoquer, mais c'est aussi le cas au Congo. Ce que les gens ne disent pas trop, c'est qu'on a des soldats du supplétif de l'armée ivoirienne au Congo pour la stabilisation de la situation sécuritaire au Congo. Donc c'est pour dire que, et jusque-là, depuis ces années jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas entendu dégraissement de la fausse note. Voilà, dégraissement de date sur la question. Les historiens pour nous dire, il y a toujours aussi des prétextes par rapport à un contexte qui est délétère. On va utiliser un argument. Sinon, pour là, je pense que quand même les dispositions étaient prises à ce niveau-là. Sur cette question, je crois que la CEDEAO est suffisamment aguerrie pour gérer ces aspects-là. Et on remarque aussi surtout que la CEDEAO est très active. Bon, malheureusement, dans le mauvais sens, parce qu'on a
On a depuis le début d'année des coups d'État. Alors justement, vous qui me se sont permettez, c'est manifestés. bien que vous en Oui. parlez, donc ça me permet de renchérir Madame Bleu, merci beaucoup, sur cette question d'Abdulaziz Zerbo qui nous dit pourquoi envoyer un contingent ivoirien en Guinée-Bissau alors que les voisins proches, Burkina Faso, Mali, Niger, souffrent énormément du fait du terrorisme. Eux, ils ont vraiment besoin d'un contingent. Non, mais là, Élysée Oui, mais l'a c'est à dit la tout à l'heure. demande de- Non, mais de- non seulement c'est à la de la demande, mais junte. Mais Élysée c'est bien l'a de dit. pouvoir plus expliquer. Bien sûr. Non, c'est bien, bien sûr. on va lui expliquer. Élysée la l'a dit demande tout de à la l'heure. junte, oui. Il y a des Ivoiriens dans un contingent onusien qui est du côté donc Du Mali. une force onusienne qui est du côté donc La du Mali. MINUSMA. MINUSMA, c'est clair. Donc il n'y a pas d'abandon de choses. En Guinée et au Burkina Faso, on n'est pas dans la même situation que celle qu'on décrit ici. Et puis en Guinée-Bissau, on s'est retrouvé avec quand même une vraie fracture qui faisait que on va dire les bases même républicaines étaient menacées. Donc là, il fallait faire en sorte que Oui, maintenir... et puis la CEDEAO Après, on va essaie de revenir- on va prévenir et revenir- protéger de leur monde. non, finalement. non, Oui. parce que là, le président Mbalo, c'est une mission de stabilisation. Oui, bien sûr. On n'est pas dans le même cas en Guinée. En Guinée, il n'y a pas une mission de stabilisation. Celle-ci, Alpha Condé était là et qu'on avait besoin de stabiliser Il y a eu déjà la un coup situation d'État, pour ne pas donc qu'on touche. le mal est Ouais, déjà je veux dire que fait. c'est pas le même Voilà, contexte. pas le Non, mais même j'avais C'est bien ça. compris. Ok. Mais je voulais qu'on revienne dessus tout à l'heure. Élisée voulait rajouter quelque chose. On va revenir, je vais vous dire pourquoi. Élisée dit. Oui, moi je voulais juste préciser, au-delà de la mission au Mali, aussi sur la question même de la sécurisation du Burkina Faso, peut-être que notre ami n'a pas forcément toutes les informations, mais l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé collaborent, en tout cas sur la question du terrorisme, notamment à la lisière de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Sur la question du terrorisme, il y a eu plusieurs opérations conjointes qui ont été menées dans la zone. Donc c'est pour dire que maintenant, il ne faut pas perdre de vue que la question de la sécurisation du territoire est une question qui relève de la souveraineté d'un État. Avec notre bonne volonté, si l'État en face n'exprime pas le besoin d'avoir un appui, tu peux te lever et puis débarquer sur le territoire pour agir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tout est inscrit dans un cadre législatif, dans un cadre bien structuré. La CEDEAO fait ses réunions, les chefs d'État décident et les chefs d'État-major se rencontrent. Et c'est sur la base des rapports qui sont faits et que les chefs d'État prennent des décisions. Donc, ce n'est pas des sujets, ou du moins, ce n'est pas des décisions qui sont prises comme ça à la volée. Et puis, bon, on débarque dans un pays parce qu'on a envie de débarquer. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Voilà, il y a une souveraineté à respecter. Et puis Voilà. en plus, malheureusement, ils ne sont pas membres, je veux dire, ils sont dans l'illégalité, on va dire, avec ces coups d'État qui ont été menés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de légalité constitutionnelle et ils ne peuvent pas prétendre à ce type d'aide. Alors justement, vous me parlez d'aide, hein, ce soir, là, vous me glissez un mot pour pouvoir rebondir. À propos d'aide, on a un peu l'impression que dans le cas du président équato-guinéen, Non, pas équato-guinéen, Bissau-Guinéen. Bissau-guinéen, pardon, je ne sais pas pourquoi. Omarou je pense Embalo ça. Sissoko. Voilà. On a l'impression que la CEDEAO était venue l'aider face à des agresseurs. Le schéma est bon? Totalement. Oui, mais c'est ce qu'on aurait dû faire pour Mali et puis au Exactement, Burkina, moi je totalement. pense. Ça, C'est de que leur moi, membre, pour ils moi, doivent les être militaires, moi je suis constant. Pour moi, les militaires n'ont pas à être au palais présidentiel, c'est tout. On aurait dû intervenir et pour créer justement un vrai précédent pour que tout le monde sache que désormais les coups d'État, on n'en veut plus. Point. Si on veut régler les problèmes, on suscite une élection, on élit quelqu'un ou on le fait partir par la contestation populaire. Et voilà, pour moi, il y a ces deux moyens-là pour permettre de consolider les bases d'un État démocratique. Élisée, l'exemple. Je pense aussi qu'il faut- L'exemple de la Guinée-Bissau est inédit. Où la Bon. CEDEAO déploie des personnes pour sécuriser, pour stabiliser un pouvoir. C'est un exemple inédit. Non, pas du tout, mais il y a eu le Libéria, n'oubliez pas, il y a eu le Libéria, ce qui s'était passé au Libéria. Là, mais les Comores qui est arrivé, est rentré vraiment en plein dans les combats à des moments. Donc non, c'est pas un cas totalement inédit. Mais ce que je veux- c'était pas la même mission. Ok, maintenant ce que je veux surtout dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue aussi le contexte. C'est-à-dire la tentative de putsch bissau-guinéenne intervient après le coup d'État en Guinée, après le coup d'État au Mali, après le coup d'État au Burkina. La CEDEAO s'est dit, s'il y avait un quatrième qui s'ajoutait, il y avait de réelles menaces de déstabilisation de toute la région. Là, on était face à une situation. C'est vrai qu'officiellement, ça n'a pas été dit qu'on a eu une armée de la CEDEAO qui a été déployée pour aller combattre, mais selon certaines indiscrétions et selon ce qu'une partie de la presse a révélé, il y a eu une intervention d'armées étrangères sur le territoire pour pouvoir vraiment venir au secours au régime de M. Omarou Embalo Sissoko. Mais c'est comme je l'ai dit, parce que la CEDEAO sentait que si la Guinée-Bissau plongeait, ça faisait 4 pays, et là, on était inexorablement vers une pente qui était une pente descendante pour la sécurisation de la région. Donc, il fallait réagir. C'est une hypothèse. Donc, il y a cette... Ouais, c'est une hypothèse. Donc, c'est une hypothèse, bien évidemment. Donc, il y a le contexte qui a joué en ce moment-là. Peut-être que si
la situation avait été inverse et que à l'issue du premier coup d'État, il y avait un second, et on s'est dit non pas un troisième, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à un troisième coup d'État, mais après ça, on s'est dit qu'on ne pouvait plus, du moins la CEDEAO s'est dit qu'elle ne pouvait plus permettre qu'on s'engage vraiment Le timing commençait à faire peur. Exactement, ça commençait à devenir trop difficile en fait. C'est ça. Très bien, en tout cas, tous nos encouragements à notre contingent ivoirien. Absolument. Surtout félicitations pour le travail abattu. Voilà, et surtout pour la représentation. Donc, comme Edith l'a dit, le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire rappelle que le chef d'état-major de cette mission-là, c'est la Côte d'Ivoire. Et là, vous voyez, c'est vraiment, on prend une place. Et nous, on a toujours demandé ça, que la CEDEAO intervienne là où ils peuvent aider les pays à se stabiliser. C'est le cas du Mali. On a besoin, Barkhane peut partir, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on se constitue. On a des forces armées qui sont présentes, qui ont des moyens. Touché, demain, c'est le Bénin, etc. Exactement. Donc, il faut qu'on ait une vraie force antiterroriste qui va aider l'ensemble des pays à mieux vivre, quoi. En tout cas, c'est juste pour souligner, ça prouve également que la Côte d'Ivoire, d'une certaine manière, a une véritable expertise médicale. Si elle est sollicitée pour ce volet, c'est qu'elle a une véritable expertise médicale dans la sous-région. C'est à noter aussi. Médicale et militaire aussi. Militaire aussi. Très bien. Merci, madame, messieurs. Nous, on va tout de suite progresser vers notre prochaine escale. C'est celle qui concerne le vu et entendu. C'est maintenant. Ce soir, notre vu et entendu nous vient du quotidien Soir Info. À Bengourou, des groupes d'élèves s'octroient des chambres d'hôtel et organisent des anniversaires alcoolisés. Madame Bleu. Déjà, le fait qu'ils s'octroient des chambres d'hôtel prouve qu'il y a des personnes qui doivent être immédiatement incarcérées. Donc, le gérant de l'hôtel ou le gérant de l'hôtel, effectivement, doit être incarcéré immédiatement, posé sous mandat de dépôt, parce que j'imagine et je suppose que ce sont des mineurs, parce que ce sont des élèves. Donc, ils n'ont pas le droit de se retrouver dans des chambres d'hôtel. Et en plus de ça, on parle d'anniversaire alcoolisé, un deuxième délit. Donc, ils doivent être immédiatement posés sous mandat de dépôt et incarcérés. Très bien. Heureusement que vous n'êtes pas juge. Heureusement, oui. Vous êtes Élisée ? Ok, c'est une situation qui devient un peu récurrente et qui, je pense, quand même doit attirer l'attention aussi bien des parents et les pouvoirs publics. On se rappelle déjà encore de triste mémoire cette scène à Koumassi où un groupuscule de jeunes filles avait loué une résidence, après quoi on a assisté à des drames où elles ont ingurgité des potions dont ils ignorent effectivement de quoi il s'agissait, mais qui après a conduit à leur décès. Je crois que ça, c'était un parmi tant d'autres. On avait vu avant ça, des mois avant le décès d'une jeune fille dans une résidence, dans des conditions qui sont restées jusque-là floues. Après, il y a eu encore des histoires où on a appris des bagarres, on a appris un certain nombre de choses vraiment dans ces résidences et dans ces chambres d'hôtel. Je crois que c'est un phénomène qui mérite vraiment qu'on puisse y accorder de l'attention. De l'attention, c'est vrai, les parents ont une responsabilité parce qu'il faut aussi continuer chaque fois à sensibiliser les enfants, il faut leur parler, il faut taper du poing sur la table, il faut veiller à se rassurer que les enfants qui partent à l'école vont effectivement à l'école et ils ne vont nulle part ailleurs. Ça, c'est déjà une responsabilité parentale. Mais comme Edith le disait, ceux qui détiennent, ou du moins qui gèrent ces établissements-là, ont une grande part de responsabilité pour moi. Parce que là, quand on parle des élèves, c'est généralement des mineurs en fait, qui sont ici, qu'on a retrouvés dans ces chambres-là. Ça veut dire déjà même, il y a une infraction. Ces mineurs n'ont même pas droit à pouvoir avoir accès à ces chambres-là. Et plus en plus des anniversaires alcoolisés. C'est des phénomènes qu'on a l'habitude de voir. Et ça veut dire quelque part, il y a eu un manque vraiment de responsabilité de la part des gérants de ces établissements-là. Et les pouvoirs publics aussi doivent être très regardants sur ce phénomène-là, de sorte à ce que des décisions soient prises et qu'on ne se retrouve plus. Parce que très souvent, on entend ça c'est parce que on a observé, il n'y a pas eu de drame. Oui. Mais ce n'est pas évident que si on continue comme ça, on ne se retrouve pas demain devant des drames, d'autant plus qu'on en a déjà eu. Donc, ça montre aussi qu'il y a un laxisme, parce que normalement, l'alcool, en tout cas des endroits comme des débits de boissons, des maquis où on sert de l'alcool, ou des bars ou des boîtes de nuit, doivent être interdits aux mineurs. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ces mineurs-là ont accès à ces endroits. Il n'y a pas d'interdiction à l'entrée qui est marquée, ou même s'il y a une interdiction qui est marquée aux mineurs et à l'usage de l'alcool dans ces endroits par des mineurs,
Ils y acceptent, tout simplement, parce qu'il y a un laxisme, Ben- parce que la loi n'est pas respectée, parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. Ça, Donc mais tout en ça plus- également, en c'est le plus, législatif. Ça fait effet boule de Oui. neige, hein, c'est un effet de conséquence. On a parlé des chambres qui ont été octroyées, de l'alcool qui s'y trouve, et après, forcément, on assiste à des scènes de Des orgies, débats, des alcoolisées, orgies. oui. Voilà. Voilà. Non, Mais mais bah, oui. Edith parle de laxisme, mais il faut vraiment. Je sais pas, on va pas quand même, j'allais situer les différentes responsabilités sur ce plateau, mais il y a une réalité, c'est que notre police est constituée d'une brigade mondaine C'est ça. qui est censée quand même vérifier régulièrement un certain nombre À d'hôtels, l'improviste, oui. à l'improviste, pour savoir si les gens respectent les consignes, la présence des mineurs, la présence de l'alcool. Mais je veux dire, non, c'est important, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a les Mais parents. justement, combien sont ces éléments de cette police-là, par exemple, pour que la ville d'Abengourou, vous imaginez, c'est peut-être... Mais et c'est des déjà, choses- moi j'invite justement le porte-parole de la police et du général Kouyaté et tous les autres à venir nous dire vraiment, chaque année ou chaque mois, je ne sais pas, de façon périodique, est-ce que la police démantèle des hôtels qui abriteraient des mineurs, soit en position d'alcool ou qui n'ont pas y être? Parce que ça nous permettrait de mettre ça en parallèle avec D'avoir un des tel chiffres événement. aussi, Parce que oui. quand on voit un tel événement, on a le sentiment que cet élément-là est isolé. est juste l'arbre. Non, c'est juste un arbre qui cache la forêt, qui est vraiment où il y a encore plus de drames qu'on ne le sait. Ça, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a Alors que d'autres si on villes, nous non, mais- oppose- il y a mais- Bengourou, mais il y a il y a d'autres d'autres villes. villes C'est vrai qu'il y a à d'autres l'intérieur villes. du pays. Il y a Voilà. d'autres Alors villes, que mais si on bon. nous oppose des chiffres, très rapidement, on se rend compte que le phénomène il est en train d'être endigué. Parce que pour vous dire, rendez-vous compte, l'année dernière, nous avons fait, j'allais C'est dire, un 30 exemple. descentes C'est ça. dans des hôtels dans la région. Ça conduit à tel nombre d'interpellations. d'Indénié. Et ça, mais cette année, on a fait le nombre de descentes. Voici ce qu'on a retenu. Non, ça veut dire que le phénomène est en train d'endiguer parce que voici. Et puis, il y a des agents, permettez l'expression, des agents secrets. Oui. Il y a des gens qui vérifient si tout se passe bien, etc. On doit pouvoir remonter tout ça. Non, à la mais conscience André, publique. aussi, faut pas. Est-ce qu'on ne perd pas de vue le fait que ces situations, Elisa en a parlé, il a parlé de 4 ou 5 situations, avec tous les hôtels qui y a en Côte d'Ivoire, avec tous les réceptifs hôteliers. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est un épiphénomène pour dire qu'il y a 4 faits Non, il y a un dont on parle. épiphénomène. Nous avons tous hein, au moins le mois dernier, nous avons tous, enfin peut-être l'exception de madame, nous avons fréquenté les hôtels. Est-ce que vous avez l'impression dans les hôtels que vous avez fréquentés, pour des raisons professionnelles, j'insiste, et je précise, Mais pour des raisons aussi familiales, il faut aller en vacances. oui, moi j'étais, important de préciser. je m'engageais. Non seulement il précise que pour des raisons professionnelles, elle l'exclut. Madame Bleu, J'y tu étais aurais pas. pu aussi Non, parce que exclure André et je moi. sais que pour l'instant, elle a Oui, raison. si je Voilà. dois y aller, j'y vais avec mon mari. tout Non, c'est pas pour cette raison-là, c'est juste pour les questions de calendrier. Oh, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a le bébé. Voilà, on va Bien dire sûr, comme ça. bien Voilà, sûr. vous n'êtes pas sortis. Mais nous, moi, il y a 2 semaines, j'étais à Yamoussoukro, à l'hôtel président. Je n'y ai pas rencontré de mineurs en train de boire de l'alcool. Mais parce qu'il respecte les consignes. Mais non, Oui. attends, deux choses l'une. L'une, oui. Voilà, d'abord, on est quand même à l'hôtel président, qui est un hôtel Prestigieux, qui est prestigieux et qui a historique. quand même un vrai code de sécurité de ce point de vue-là. Mais ce dont on parle, regardez l'histoire. On nous dit, là, simplement, notre BT, c'est le diminutif de 17 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas organiser son anniversaire chez lui. Il se rend donc au quartier Lobicro, Dans dans un modeste hôtel. hôtel. Donc, c'est te dire que moi, je suis né à Port-Boué, je connais des hôtels qui sont dans des Oui, couloirs. on l'a vu dans de- le reportage au quartier. Voilà, oui. dans des couloirs des SOGEFIA. Oui, si. Parce qu'aujourd'hui, voilà, donc, c'est des hôtels qui existent. Et la police sait que ces hôtels-là existent. Donc, pour même éviter qu'il y ait des trafics, d'autres trucs de choses dans ces hôtels, il faut quand même avoir un regard. Mais elle pour peut voir pas. si- Vous imaginez la police en train de faire des descentes dans tous les Non, c'est pour petits ça que hôtels c'est pour- de vu Port-Boué, que par la exemple. police n'a pas la possibilité de faire Non, des pas- descentes dans tous Donc la ces première endroits. chose, peut-être, c'est une interpellation aux Une responsables et aux interpellation, tenanciers de il ces faut faire endroits. peur, Bien il faut sûr, bien sanctionner, sûr. Voilà, il il faut faire faut peur. sanctionner, il faut faire peur. Parce que la police, de toute façon, n'a pas le don d'ubiquité pour être partout au même moment, ça c'est clair, pour savoir qu'il y a des enfants dans ces endroits, là où ils ne devraient pas être. Mais il suffit d'avoir 2, 3 ou 4 cas qui sont sanctionnés, qui sont incarcérés et dont la presse en fait les choux gras à travers les médias. Donc on sait que si on s'adonne à ce genre de pratique en laissant les enfants venir dans nos hôtels ou dans nos résidences, C'est peut-être parce qu'on se dit qu'il y aura on pas de s'expose conséquences, c'est ça à la rigueur de la loi. Et tout puis simplement. quand elle parle de don d'ubiquité, il y sanctionner. a un don aussi que la police a, c'est d'avoir de grandes oreilles. C'est Ouais, d'avoir des l'enseignement. gens
le renseignement, ils ont les indices, ils ont les gens qui sont dans les quartiers, qui regardent s'il n'y a pas des activités un peu louches dans un certain nombre d'endroits, dont des hôtels. Non, je pense que ça fait partie aussi de l'arsenal de mesures que la police met en place pour pouvoir faire peur. Parce que si vous savez que vous avez 2-3 indices dans le quartier et que vous avez votre hôtel, vous n'allez pas comme ça laisser tout le monde entrer sans demander même à noter et qui rentre dans les chambres. Donc je pense que ce qu'on dit là, la police doit revoir même son logiciel. C'est bien. En Et effet, puis, moi, justement, le fait qu'on en parle, justement, ça suscite des réactions. Ok. Titi Eloigne nous dit, par exemple, qu'il y a un bar au Remblème qui reçoit tous les jours des enfants de 11, 12, 13 ans. C'est bien C'est d'avoir ça. de la délation C'est- comme ça. Il faut c'est- faire de la délation. C'est ce que je suis en train de... non mais là, en fait, pour le coup, c'est même pas de la c'est pas de la délation. délation. Pour le coup, c'est C'est l'information. C'est de l'information. C'est ça. Mais après, par exemple, il faut Mais qu'il y ait, par c'est exemple, de la un numéro. dénonciation. Est-ce que la Exactement, dénonciation, il il faut faut des dénoncer. numéros, C'est ça. justement. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, il réagit. Titi Eloigne a dû constater ça depuis un bon bout de temps. Mais il n'a Mais je pense peut-être- qu'il y a des plateformes comme Police Secours qui existent donc sur Facebook et puis qui permettent de pouvoir informer la police de ce type de cas dans nos quartiers. Brice, moi je pense, hein, c'est vrai que André, pendant un bon moment, a mis, en tout cas, mis la police devant ses responsabilités. Mais je crois qu'il a raison. Il a raison de parler de la police. Mais je crois qu'il faut qu'on hiérarchise, moi je pense, Le niveau de responsabilité. le niveau de responsabilité. Ouais, moi, je trouve aussi. Parce que quand on lit l'article de presse même qui évoque cette situation, c'est un enfant de 17 ans qui va louer 3 chambres d'hôtel, dans un hôtel modeste, 3 chambres d'hôtel, où il fait venir ses amis qui ont entre 11 et 17 ans. Où trouve-t-il l'argent? D'abord, dans un premier temps, où trouve-t-il les moyens pour le faire dans une ville comme Abengourou? Pas que je minimise la ville, mais où trouve-t-il de l'argent pour le faire? Déjà, il vient avec ses... Où avec... trouve-t-on l'argent? On a peut-être un élément de réponse. Il paraît que ses parents sont d'une certaine condition. Ils sont plutôt aisés. D'accord, ok. Donc, Serait, en tout cas. donc, est-ce parce que les parents sont aisés qu'ils peuvent permettre à leur enfant de se livrer à ce qu'il veut? C'est pourquoi je parle d'une part de responsabilité du parent. Moi, je parle d'un premier temps. Est-ce qu'ils sont informés? En hiérarchisation, Oui. il y a déjà ça. Donc, aussi bien, la police, pour moi, la police doit être la force finale pour moi. Parce que si on a échappé aux mailles des parents, si on a échappé aux mailles des tenanciers, on ne doit pas pouvoir échapper aux mailles de la police. Donc pour moi, vraiment, ces différentes strates-là doivent être respectées. Et chaque niveau de responsabilité doit pouvoir s'appliquer. Les parents aujourd'hui doivent comprendre que les enfants, les envoyer à l'école, les scolariser et autres, ce n'est pas juste de les mettre à l'école et puis on tourne le dos. C'est vrai qu'on a dit aujourd'hui, on est tous occupés, on a beaucoup de choses à faire. Mais on est tous occupés, on a beaucoup de choses à faire, mais ça ne doit pas être un prétexte pour que les enfants soient livrés à eux-mêmes. Il faut qu'on ait un regard. Vous parliez au cours d'un de vos journaux de ces enfants qui ont été arrêtés avec près de 18 millions sur... Mais voilà, ça, il n'y a pas très longtemps, des enfants qui ont été arrêtés avec un peu plus de quinzaine de millions. Ouais, de 18 millions, je crois. Et la question leur a été posée, non, ils l'ont dérobé chez leur maman. Et c'est ça commence ça pose problème. Donc, c'est vrai, on est d'accord sur le... Et comme Élisée l'a si bien dit, pour moi, je ne veux pas situer des responsabilités ici. Mais je pense que si on doit rappeler le rôle de chacun, c'est ce qu'on a essayé de faire. Il faut rappeler le rôle des parents. On rappelle le rôle des tenanciers de ces établissements. Il faut rappeler on rappelle le rôle de la police. Parce que c'est parce que la police... C'est-à-dire que si un filet ne fonctionne pas, le filet parental, parce qu'on aura beau bien sûr. C'est vrai que éduquer si nos tu échappes enfants, à la maille bien des parents, éduquer tu vois, nos enfants, tu échappes à la maille, on il aura faut au moins que la beau troisième bien maille, les éduquer, tu n'y échappes leur pas. fournir tout ce dont ils ont besoin, qu'ils ne manquent de rien, être à leur trousse, vérifier et tout. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'école. On ne sait pas ce qui se passe entre l'école et la maison. Donc, quand ce filet de sécurité-là, il est percé, il y a un second filet de sécurité. Et qui vous êtes tenancier de bars, de maquis ou d'hôtels, vous voyez des enfants qui ont 15 ans qui viennent vous voir, ils vous proposent même de l'argent, vous leur dites c'est pas possible. Exactement, Parce que vous imaginez un tout petit peu que ça peut être votre propre enfant qui se sûr. retrouve dans ces endroits en train de faire ces choses. Vous devez à un moment donné avoir ce sens de la responsabilité pour dire quels sont vos parents. Ça se faisait à l'époque. Donc quand on vous voit même avec l'argent, on cherche à savoir vos parents, pour savoir comment vous faites pour avoir cette somme-là. Parce que ce genre de cas, c'est pas nouveau. Je me rappelle, à mon époque également, 18 millions, il y a des jeunes qui ont fait plus que ça. Mais après, on parle du pouvoir de l'argent sur les gens. Parce que vous imaginez ce tenancier d'hôtel qui a fait peut-être 2 mois sans avoir 3 clients. Il a été corrompu par le capitalisme. C'est Il dommage. n'a plus tenu compte de l'âge. C'est ça, c'est dommage et c'est très triste et c'est condamnable. Vous en parlez tout à l'heure, vous avez, Madame la juge, parlé des sanctions. Je me suis dit, heureusement, vous n'êtes pas juge, parce que la sanction elle est tombée tout de suite. Radical, direct. Elle était radicale. En tout cas, il faut faire attention. Oui. Faut faire attention. Faire attention aux activités de ces enfants, parce que les parents qui acceptent que leurs enfants aujourd'hui, c'est même pas, ils
ils acceptent que les enfants aujourd'hui aillent faire des anniversaires dans des Et puis résidences. même si ce n'est pas le tenancier, le gérant de l'hôtel, les clients de l'hôtel, quand ils voient ça, ou bien dans les maquis ou dans les bars, On peut dénoncer. qui dénoncent également. Voilà, ça, il faut dénoncer. Puis il faut que la dénonciation porte aussi, parce que derrière, si vous dénoncez que moi, je me rappelle, quelqu'un me racontait une histoire qu'un membre de ma famille, ils sont allés dénoncer un truc à la police, tu vois, et les policiers leur ont dit, bon, mais écoute, revenez un peu plus tard, parce que bon, voilà. Donc, souvent, tu vois, il y a des situations qui peuvent décourager. Si vous dénoncez auprès du tenancier de l'hôtel et que finalement, lui-même vous dit, mais c'est quoi vos affaires? Moi, je fais mon chiffre, ne viens pas m'emmerder. Donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que... Et une fois que la police, en dernier ressort, vient donner raison à tout ce beau monde, ceux qui dénoncent, je pense que ça va réhabiliter la conscience morale même et la conscience collective. C'est ça. Très bien. Il y a quelqu'un qui a commencé à faire ça sur les réseaux sociaux. Je tiens quand même à signaler à toute l'équipe qu'il y ait un maquis situé derrière les alentours. Continuez de dénoncer, ça sera On va reporté. transférer vos messages, aux forces de police pour les réactions. On marque une pause et juste derrière, nous recevons notre invitée, Nathalie Kouakou. Je rappelle qu'elle est coordonnatrice de la campagne Justice pour Charles Blé Goudet. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour un autre moment. Et bien celui-là, il est consacré à notre invité du soir. Et je vous le disais, il s'agit, en tout cas vous allez le découvrir. A tout de suite. Le radieux et très sympathique visage de Madame Nathalie Kouakou. Elle est avec nous sur ce plateau et la coordonnatrice de la campagne Justice pour Charles Blé Goudet. Bonsoir Madame Kouakou. Bonsoir monsieur. Petit point. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la question du retour de Charles Blé Goudet? Après, on aura l'occasion de parler d'initiative. Justement, c'est ce retour qui ne se fait pas qui entraîne l'initiative. Donc, pour l'instant, à quel niveau sommes-nous? Des informations que vous avez? Oui, nous sommes au point zéro. Au point zéro parce que jusqu'à aujourd'hui, Charles Blé Goudet attend toujours son passeport. Mais on a vu des émissaires du gouvernement ivoirien qui sont allés le rencontrer, rencontrer. On avait tous Le chef de cabinet du Exactement. président. Donc on s'était dit, il y avait une lueur d'espoir. On s'était dit, c'est quelque chose qui allait se faire incessamment sous peu. Le ministre de la Réconciliation nationale qu'on a reçu sur ce plateau nous a dit, ce sont des choses qui vont... C'est en cours. Qu'est-ce qui coince selon vous? Qu'est-ce qui coince? C'est là, je dirais, violente question. Nous ne savons pas ce qui coince. Parce qu'un citoyen ivoirien a d'abord droit à des documents administratifs. Charles Blé Goudet est un citoyen ivoirien qui n'a pas de documents administratifs pour ce que nous savons. Et pour ce que nous savons, c'est-à-dire il devrait faire face à la justice internationale. Il a fait face à la justice internationale pendant 7 ans. Il a été définitivement acquitté. Et aujourd'hui, il attend son passeport. Et quand il a été acquitté, même le premier jour où il a pris la parole à la CPI, il a dit qu'il reviendra dans son pays. Parce qu'il était convaincu qu'il n'allait pas être condamné. Dès qu'il a été acquitté le 31 mars, sa première prise de parole, il a exprimé son désir de revenir dans son pays et de jouer le rôle qu'il veut jouer dans son pays. Il est allé devant les autorités ivoiriennes qui sont à l'ambassade. Les autorités consulaires. Consulaires, oui, qui sont à l'ambassade. Prendre toutes les informations pour faire son passeport. Il a rempli toutes ses conditions. Il a payé ce qu'il devrait payer. Et puis là, on attend. Et ça, c'est depuis le 16 juillet 2021. Et donc, ce qui coince, excusez-moi, c'est le défaut de passeport qu'il n'a pas. Parce que sans le passeport, il ne peut pas se déplacer. Et il n'a pas de réponse claire sur ce retard. Il n'a même pas un élément de réponse. Aucun élément de langage, de façon physique. Mais c'est l'omerta et on ne sait pas pourquoi. Moi, je veux juste comprendre quelque chose. Vous qui avez décidé ou du moins qui avez lancé l'initiative Justice pour Blé Goudet, je pense que l'une des premières choses, à mon sens, qui donnerait du sens à l'action, serait peut-être de se rapprocher des pouvoirs publics ivoiriens pour savoir pourquoi jusque-là ça coince. Est-ce que cette démarche a été entreprise? Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu, madame? Nous avons fait une 60aine de courriers en février pour lancer notre campagne. Nous avons écrit à la société
qui aimait les passeports, qui est Snedaï, qui aimait les passeports. Nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit au ministre Cissé Bakongo, parce qu'il est l'interface. Voilà. Et nous avons écrit à d'autres institutions, même à la CPI, même au gouvernement hollandais. Qu'est-ce que on vous a répondu jusque-là? Nous n'avons pas eu de réponse de toutes ces entités. Rien du tout. C'est seulement la médiature qui a bien voulu nous recevoir. C'est la Chambre des rois, c'est le Conseil national des droits de l'homme. Mais ce n'est pas des autorités qui sont véritablement impliquées dans cette question-là. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et moi, parce que je sais que vous êtes une militante des droits de l'homme, Amnesty International, tout ça, dont vous portez ce combat-là. C'est-à-dire que vous nous expliquez que dans un pays démocratique où, on va dire, l'équilibre des pouvoirs doit pouvoir conduire un certain nombre d'institutions à agir convenablement, parce que le Conseil national des droits de l'homme, son rôle, c'est de dire un jour à un des pouvoirs judiciaires ou pouvoir exécutif, vous n'êtes pas en train de respecter les droits de l'homme. On est en train de nous expliquer que ces institutions qu'on a créées, au fond, ne servent à rien, parce qu'aucune d'elles ne peut avoir l'explication sur la non-disponibilité du passeport d'un citoyen ivoirien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Élisée, c'est une question, j'abandonne Mme Kouakou, mais Élisée, sur le plateau, vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez déjà vu un communiqué d'une de ces organisations-là, justement, qui estimait que certaines personnes, ou par exemple le cas de Charles Blé Goudé, les interpellaient parce que depuis un moment, ils n'avaient pas de passeport, il y a une forme de violation de ces droits? Non, officiellement, on n'a pas de communiqué dans ce sens-là. Voilà, et justement, c'était pour qu'on puisse les éclairer, vous voyez, pour que ces institutions puissent prendre position de façon claire. Parce que le Conseil national des droits de l'homme est là justement pour faire la surveillance de façon institutionnelle de l'application de tous les droits, que ce soit le droit constitutionnel, que ce soit les instruments des droits humains, que ce soit les lois nationales. Et aujourd'hui, un citoyen ivoirien qui n'a pas de document, et ça n'émeut personne. Et c'est pourquoi nous avons décidé de porter ce combat-là. Est-ce que depuis la rencontre entre Blé Goudé et le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, est-ce que les discussions ont continué entre Blé Goudé et le chef de cabinet jusqu'à ce jour? Est-ce qu'ils se parlent? Nous n'en savons rien, mais ça fait 1 mois, 2 semaines. C'était le 5 avril que M. Claude Sailly était. Mais nous n'en savons rien. Et ce qui nous offusque, pourquoi, pour la délivrance d'un passeport, il faut qu'il y ait des discussions. Moi, il y a une chose parce que quand elle vous pose cette question, j'ai envie de savoir votre niveau j'allais dire, pas d'implication, mais enfin, votre niveau de présence dans ce que je peux appeler l'organisation Blé Goudé. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il faut qu'on éclaire. Est-ce que vous réagissez avec en tant qu'une militante des droits de l'homme, parce qu'on vous a connu avec votre ONG, pas de violence en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je dis le bon nom, votre ONG. Vive sans violence. Vive sans violence, sans oublier Amnesty International. Vous réagissez quoi? Vous êtes une militante politique ou bien vous êtes une militante des droits de l'homme et vous venez sur un dossier parce qu'il y a un citoyen ivoirien qui est touché par une situation? Je suis une militante des droits de l'homme et je me suis toujours battue pour la justice sociale. Ça n'a rien à voir avec votre engagement politique? Et ça n'a rien à voir avec un engagement politique. Parce que l'injustice, la violation des droits de l'homme, ces 2 choses-là n'ont pas de couleur, ni politique, ni religieuse, ni raciale. Parce que l'injustice d'aujourd'hui que je ne dénonce pas, cette injustice-là, je vais la subir moi-même ou un de mes proches va subir. Et quand ce proche va subir et moi-même, ça m'interrogerait. Et donc, moi, je me bats avec mon équipe, le consortium, pour qu'il y ait justice pour Charles. Et c'est qui ce consortium? Rapidement, je vous prends un peu de double. C'est qui ce consortium au final? Ce consortium Justice pour Charles Blé Goudé est composé de la coalition citoyenne La Voix du Peuple, de mon organisation, d'une autre plateforme de l'Afrique de l'Ouest que je dirige, qui est la plateforme pour la consolidation de la paix et la prévention des conflits, et d'autres organisations qui nous ont rejoints.
Et c'est vraiment sur le volet société civile, mais c'est sur le volet de ce qu'il est important que tout citoyen ivoirien se sache protégé par la loi. Et que l'État, qui a le devoir du respect régalien de ce qu'on appelle nos droits, qui sont contenus dans la Constitution ivoirienne, et qui dit en son article 22, « Aucun Ivoirien ne peut être contraint en exil ». Et qui permet à ce que chaque Ivoirien ait un titre d'identité. Ok. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, il n'a pas d'identité, il n'a pas de nationalité, il n'a pas de patrie. Les trois font de lui un apatride. Ok, madame, moi j'ai une question à deux volets. La première, vous défendez Charles Blé Goudé, vous ne défendez pas Charles Blé Goudé, vous, Le citoyen. voilà, vous défendez ce citoyen-là qui a droit à quelque chose qu'on ne lui donne pas. Je suis d'accord. Moi, je veux juste savoir, est-ce que votre organisation, aujourd'hui, est en étroite collaboration avec Charles Blé Goudé? Je m'explique. Est-ce que les actions que vous menez sont menées avec l'aval, le consentement du concerné, ou c'est une action délibérée que vous avez tous juste décidé de mener sans forcément savoir si ça va dans le sens qu'il veut? Est-ce que c'est le cas? Et puis deuxièmement, pourquoi avoir choisi de défendre Charles Blé Goudé quand certaines personnes peuvent vous retorquer en Côte d'Ivoire ici, qu'on a des citoyens même sur le territoire dont les droits sont violés et qui aujourd'hui ont besoin de justice, mais qui ne sont pas entendus par vous, qui ne sont pas défendus par vous? Bon, allez, on va revenir question par question. La toute première question, vous Oui, est-ce que Blé Goudé, C'est ça. oui, est-ce que Blé Goudé, ce que vous défendez, il est au courant de l'initiative que vous menez? Est-ce que vous êtes en étroite collaboration avec lui? C'est ce que vous menez, c'est en accord avec lui. C'est en accord avec lui. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde... On va regarder la première, là. Vous regardez là. D'accord. Voilà. allez-y. Je vais répondre globalement. J'ai bien saisi ce que vous dites. Ok. Pour ceux qui me connaissent, ça fait plus de 30 ans que moi je suis activiste des droits humains. Et donc, je sais quel est le protocole, comment on travaille. Et en tant qu'activiste, je constate une injustice, je constate une violation des droits humains, j'agis. Mais ma formation que j'ai reçue à Amnesty International, parce que c'est là-bas que j'ai fait mon école, on ne défend pas le droit de quelqu'un qui est en possession de toutes ses facultés et que vous pouvez contacter sans parler avec la personne. Parce que la personne peut avoir sa conviction propre. Et donc, évidemment, en concevant tout ce plaidoyer, nous avons arrivé à un certain moment, nous avons pris contact avec le concerné. Voilà ce que nous voulons faire. Voici l'angle sous lequel nous voulons agir. Qu'est-ce que tu en penses? Il a raison d'en parler, Élisée, d'autant plus qu'il y avait des initiatives à l'époque qui avaient été menées. De son parti. De son parti. C'est pour ça que je demandais bien de savoir Voilà. si elle est Vous bien, avez été appuyé elle est bien Charles une Blé Goudé, activiste oui. des droits de l'homme et elle pose un acte. Il a même fallu à un moment donné que Charles Blé Goudé recadre un peu les choses, parce que des personnes s'étaient érigées en médiateurs et tout ça. Et la deuxième Voilà. question d'Élisée, elle est très intéressante sur ça. La deuxième. La deuxième, j'ai voulu savoir pourquoi avoir choisi de défendre Charles Blé Goudé, alors que certains pourraient vous opposer le fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui traversent des situations d'injustice, mais qui n'ont pas le soutien qu'ils méritent de votre part aussi. Monsieur, je peux vous dire que personne dans ce pays-là ne pourrait Envier. me reprocher le fait que je porte la cause de Charles Blé Goudé. Non, Parce ne que vous le reproche pas, madame. On Oui, vous oppose, en fait. Oui, oppose. Parce que je l'ai toujours fait. Et je porte toujours la cause des personnes dont les droits sont violés, mais dont personne n'en parle. J'ai porté sur moi la cause des prisonniers de la crise post-électorale. Et je sais ce que ça m'a coûté. J'ai porté sur moi. Vous comprenez? Et donc, il y a d'autres personnes. Évidemment, tous les jours, les droits sont violés. Mais on ne peut pas embrasser toutes les causes. Et c'est ça. Pour être efficace, il faut choisir une cause. Conduire la cause jusqu'à la fin. Et puis maintenant, choisir une autre cause. Si on veut tout embrasser, finalement, on n'aura aucun résultat. Vous pas n'avez pas les donc moyens. d'ubiquité. Exactement, Voilà. pour revenir à vous. Madame Nathalie Kouakou, on vous garde quelques secondes, le temps d'une courte pause, et on vous retrouve pour aborder avec vous d'autres questions de votre combat. À tout de suite. De retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre entretien, en compagnie de notre invitée, Madame Nathalie Kouakou, elle est coordonnatrice de la campagne Justice pour Charles Blé Goudé.
Brice, Oui, André. moi j'aime vraiment l'engagement civil. Je trouve que la société civile ivoirienne doit comme ça s'engager. Mais j'ai vu que dans votre intervention du week-end, vous avez changé de... J'allais dire, vous avez eu un discours qui m'a paru un discours plutôt apaisant. Ce que vous avez fini par dire, parce qu'on voit, c'est des combattants, les gens de la société civile. Mais vous avez dit, ce qu'on a retenu, en tout cas nous, la presse, vous demandez l'indulgence du chef de l'État. Vous pensez que... Et ça, en fait, je vais vous dire, ça m'a un peu gêné, mais je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai le sentiment qu'on ne peut pas faire plier l'administration ivoirienne de façon légale. Et ça me dérange un peu. J'aimerais qu'un jour, l'administration ivoirienne, je ne sais pas quelle juridiction, dit ils ont tort de ne pas délivrer les papiers d'un citoyen, qu'il s'appelle Blé Goudé ou je ne sais pas qui. L'administration a tort. Et ça, ce serait un beau combat. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que on édulcore un peu un combat qui peut être un grand combat social finalement, d'obtenir des documents pour un citoyen? Oui, c'est le sentiment d'impuissance, je vais vous le dire. C'est le sentiment d'impuissance parce que on ne peut même pas nous expliquer nous-mêmes pourquoi il y a cet état de fait-là. On va vers certaines autorités qui ne peuvent pas non plus expliquer, mais qui visiblement vous disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et dans cette situation où nous connaissons la situation mentale, voilà, psychologique, émotionnelle, familiale de Charles Blé Goudé, il a quitté la Côte d'Ivoire pour se réfugier au Ghana. Il a fait 2 ans. Sa fille avait 6 ans. Je crois que son garçon devrait avoir 1 an et demi. Aujourd'hui, sa fille a eu le bac. Son garçon passe le BPC. Ils ne se sont pas vus. 14 mois à la DST. 8 ans à la CPI. Ça fait 11 ans hier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut qu'on aille rester en justice? Vers quelle justice? Aujourd'hui, la société civile ivoirienne ne peut plus saisir la Cour africaine des droits de l'homme parce que l'État de Côte d'Ivoire s'est retiré. On a la CEDEAO? On a la CEDEAO. Nous sommes en train de réfléchir avec un certain nombre d'avocats pour voir quel est le recours, d'abord administratif, que nous pouvons faire contre la société SNEDAI. Parce qu'après tout, c'est cette société qui doit délivrer les passeports. Et on paye pour avoir le passeport. Et le monsieur a payé pour avoir son passeport. Il devrait se passer 45 jours. Nous sommes à 10 mois. Le premier recours administratif doit être contre cette société-là. Et quand la société va nous prouver que c'est l'État qui lui demande de ne pas délivrer le passeport, alors on pourrait maintenant voir la Cour de la CEDEAO. Et donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous faisons le plaidoyer. Nous sommes obligés de demander pardon. De passer de vous réclamer des droits à finalement plaider l'indulgence. Ah oui, mais on réclame de demander l'indulgence du chef de l'État, d'une certaine manière, montre que vous êtes arrivé au bout de vos recours. Ça, c'est la première question. Et utiliser le mot indulgence du chef de l'État, est-ce que d'une certaine manière, c'est peut-être de montrer en fait que finalement, c'est l'État ivoirien qui bloque l'arrivée, le retour de Charles Blé Goudé, parce que demander l'indulgence, c'est comme pointer du doigt. Oui, le passeport, bien sûr. Est-ce que vous êtes arrivé au bout de votre recours déjà, en demandant cette indulgence au chef de l'État, avec cette lettre? Et est-ce qu'en disant indulgence, en demandant indulgence au chef de l'État, d'une certaine manière, vous pointez du doigt l'autorité? Nous sommes arrivés au bout dans notre recours à la sensibilisation et au plaidoyer. Parce que nous avons fait ce que nous avons à faire. Vous comprenez? Oui. Le fait que le président de la République envoie son chef de cabinet à une rencontre officielle pour délivrer un document administratif, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, c'est lui qu'on regarde maintenant. Maintenant, on peut dire oui, c'est à lui qu'on doit demander de faire tout pour que Blé Goudé ait son passeport. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Maintenant, si nous sommes là, ça fait 40 jours que le chef de cabinet a rencontré Charles Blé Goudé.
et puis il n'y a toujours rien. Maintenant, il y a des moyens d'action de la société civile. Ça pourrait être quoi pour vous à la suite? Parce que bon, si vous pensez que le président de la République, enfin, s'il s'avère que le président de la République ne réagit pas ou il se donne un temps plus long, vous pourriez faire quoi d'autre? Nous allons utiliser les moyens que la société civile sait utiliser. Vous pourriez protester dans la rue, ça peut être quoi? Nous ne savons pas encore, mais Bon, ce qui est sûr, nous n'allons pas je viens à rester vous, Élisée. sans rien La faire. question de Charles Blé Goudé, pensez-vous qu'elle avait été évoquée dans les dialogues politiques? Non, Dans les points de dialogue politique. non. Et ça, c'est vrai que ça avait été mis sur la table, mais c'est une question qui a été Qui fait pas partie élucidée. des, Quoi, comment on appelle ça, des dans- résolutions. voilà, la question de Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume Et ont été parlons plus de Laurent mises de Gbagbo, côté. qui était son co-détenu, donc à La Haye. Est-ce que vous sentez que malgré l'absence de réaction de l'autorité, de la SNEDAI et tout ce qu'il y a autour, est-ce que vous sentez que malgré tout, le président Laurent Gbagbo quand même Qui est une voix se mobilise pour le retour de Charles Blé Goudé? En Et tout cas, pour l'obtention de son passeport. Est-ce qu'il y a des un tractations de sa part? Un autre pan de cette question, quand Oui. même, parce que je veux qu'on ouvre aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas que le président Gbagbo en tant qu'homme politique. Tous les autres partis politiques, je pense qu'ils doivent être soucieux de justice. Est-ce que des partis politiques de Côte d'Ivoire, à ce moment, s'interrogent de Et savoir s'insurgent. le sort qui arrive à un de nos concitoyens, aujourd'hui, qui s'appelle... Est-ce que ça, politiquement, on peut dire que nos partis politiques sont un peu à côté de la plaque? Quel est votre C'est quoi? regard Quel est votre là-dessus, regard oui. là, sur cette non-réaction de ces hommes politiques? Ouais, ce n'est pas tous les hommes politiques, je vous dirais. Pour le cas du président Laurent Gbagbo, en tout cas pour les éléments de langage que moi j'ai entendus, les fois où il a évoqué la question, rien ne me semble qu'il fasse quelque chose pour que Charles Blé Goudé soit en possession de son passeport. Pour les autres partis Qu'est-ce politiques... qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que vous avez dit que rien ne présage qu'il fait quelque chose, à parle part du président dénoncer, ou, à part en parler. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il a rencontré le président de la République. Il lui en a parlé, il a parlé. Moi, Probablement. je n'ai- moi- Probablement. Ah, parce que tu n'as pas- Je nuance. Voilà, Je parce que nuance. tu n'as Voilà. pas la quintessence de J'étais pas leurs échanges. Je nuance. Voilà. En tout cas, dans la déclaration officielle, je n'ai pas entendu. On ne l'a pas entendu tous. On ne l'a pas entendu. On n'a pas L'homme non concret plus... du PPACI, Il a évoqué cette il a question. évoqué Blé Goudé. Voilà. Il a eu même une, comment je vais appeler ça, une motion, enfin c'est pas une motion, Oui. mais enfin il a été évoqué Oui. le cas de Blé Goudé. Voilà. Maintenant, dans le cadre du dialogue politique, je sais que le FPI d'Afi Nguessan a âprement discuté de cette question et d'autres partis politiques de Daniel Boni-Clavry, si je me rappelle. Et pour le dialogue politique, quand nous avons eu les premières conclusions dès les premières rencontres et que nous avons constaté que le nom de Blé Goudé ne figurait pas dans les conclusions, nous avons écrit au Premier ministre. Nous avons écrit au Premier ministre pour protester. Et la deuxième phase, la question a été discutée. La question a été discutée. Et d'ailleurs, nous, on avait pensé ici que la visite du chef de cabinet du président de la République était un tout petit S'inscrivait peu, dans ça, ouais. s'inscrivait un peu dans cette... Exactement, cette continuité. Ah, c'est ce que nous aussi, nous avions espéré, que nous avons salué. Nous avons pensé que les jours qui suivaient, il allait obtenir Son le passeport. Donc, nous sommes un peu désabusés. C'est pourquoi nous disons maintenant tout directement au chef de l'État. Moi, je vous... Alors, justement, Vraiment, on a en fait nous des missions. adressons, Votre voilà, dernier mot, le chef de l'État, certainement, 30 secondes. regarde cette Il émission. regarde. Vous voulez dire quelque chose en 30 secondes, Élisée? Non, moi, je voulais juste demander, comme elle dit que de temps en temps, quand c'est nécessaire, ils échangent avec Blé Goudé, je voulais avoir peut-être son état d'esprit aujourd'hui de Charles Blé Goudé face à cette situation. Il ne peut pas être bien psychologiquement. Aucun être humain ne peut avoir passé 11 ans à errer dans la souffrance, dans les tribunaux, ne pas voir sa famille, voir ses enfants grandir. 4 membres de sa famille, dont le père, parti, être dans l'incapacité de faire le deuil. Aucun être humain ne peut dire qu'il est bien. Physiquement, on peut voir qu'on est bien, mais Nous mentalement, ce n'est pas possible. nous pensons que le président de la République nous regarde, c'est ce que Brice vous demande. Si vous aviez la possibilité de le parler directement, les yeux dans les yeux, vous avez une caméra en face de vous. Oui. Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de faire diligence et de faire en sorte que Charles Blé Goudé ait son passeport. Charles Blé Goudé a toujours exprimé son envie, son désir de rentrer en Côte d'Ivoire et de jouer le rôle qui est le sien.
dans cette Côte d'Ivoire qui se développe, mais dans cette Côte d'Ivoire qui veut se construire dans la solidarité et dans l'inclusivité. Tant que Charles Blé Goudé n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, la page de 2010-2011 n'est pas encore tournée parce que tous les autres acteurs sont rentrés. Il ne reste que celui qui a été dénommé le lieutenant du président Laurent Gbagbo. Mais le chef d'orchestre même est là. Il n'attend plus que son guitariste qui est Charles Blé Goudé. Très bien, en tout cas, c'est une image, avec un peu d'espoir à l'intérieur. Merci beaucoup, Madame Nathalie Kouakou. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la campagne Justice pour Charles Blé Goudé. Quand on suit de très près, nous, en tout cas sur ce plateau, les développements, et on espère certainement, comme Charles Blé Goudé, qu'il obtiendra son passeport dans les meilleurs délais. Merci Edith. Merci Élisée, merci André. Merci Brice. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour souhaiter une bonne fin de programme. Demain, soirée décryptage, André, Bien sûr. sur ce plateau. Et on aura certainement l'occasion d'évoquer cette question-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.